Et cette fois-là, nous allons nous tourner vers ces types de politiques appliquées au domaine de l'éducation, avec d'abord une présentation de Vanessa Fournier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter ici une étude menée par le projet Chercheurs citoyens Nos rêves que je présenterai juste après, donc intitulée Socialisation des filles et des garçons sous l'angle des actions d'éducation à l'égalité, réception de ces actions par les enfants de 7 à 11 ans et les professionnels de l'éducation. Alors, avant toute chose, je vous présente donc ce projet Chercheurs citoyens. Donc, un projet Chercheurs citoyens est un projet entre une université, ici en l'occurrence l'université de Lille 2, et une association, le CORIF, Conseil, Recherche, Ingénierie, Formation pour l'égalité femmes-hommes. Donc, ce projet Chercheurs citoyens s'intitule Nos rêves, normes de genre et réception de la valeur égalité des sexes par la jeunesse, les parents et les professionnels de l'éducation. Donc, projet porté par Sylvie Cromer, sociologue à Lille 2. Derrière ce projet, on a une équipe pluridisciplinaire, comme vous pouvez le constater juste derrière moi. Donc, une ingénieure d'études en sciences politiques, une consultante du CORIF, 3 sociologues, Sylvie Cromer, Nicole Gadré, Colette Lamarche, et moi-même. Donc, j'étais ingénieure d'études pour ce projet. Je suis actuellement doctorante et ATER en psychologie sociale, et je mène une thèse sous la direction d'Annick Durand-Delvigne et de Sabine Debaucher à l'université de Lille 3. Donc, un projet chercheur citoyen qui comporte 3 axes de recherche. Et aujourd'hui, je vous présenterai le deuxième axe, surligné ici en vert, comprendre le fonctionnement des actions de sensibilisation à l'égalité des sexes auprès des filles et des garçons. Donc, cette recherche a été menée auprès de 3 publics différents, petite enfance, enfance et adolescence. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette étude menée auprès d'enfants de 7 à 11 ans. Donc, quel est l'objectif de ce projet chercheur citoyen ? Répondre à une question, donc toute simple, en apparence. Comment les élèves perçoivent-ils et reçoivent-elles les actions d'éducation à l'égalité entre les sexes ? En tenant compte de l'établissement, des outils utilisés et des modes d'animation proposés dans les séances, ainsi que des thèmes abordés. Alors finalement, pourquoi s'intéresser à ces actions d'éducation à l'égalité entre filles et garçons ? Donc, de nombreuses études montrent que filles et garçons ne sont pas traités de la même manière par et dans le système éducatif. Réussite scolaire et choix d'orientation semblent être encore fortement influencés par le sexe de l'élève. Des recherches portant sur les interactions verbales entre enseignants et élèves, que ce soit en sciences de l'éducation ou en sociologie, mettent en exergue les traitements différenciés par les professionnels de l'éducation en fonction du sexe de l'élève. Donc là, je renvoie à des études menées par Durubella, Mosconi, Vouillot ou encore Zedman. Donc des interactions pédagogiques empreintes de stéréotypes de sexe. Et cette influence se retrouve entre pairs. Le groupe des pairs du même sexe diffuse et contrôle les normes en matière de comportement approprié, entre guillemets, à son sexe. Et là, je renvoie à des études donc de Durand, Delvigne et Durubella en 1998, montrant que la mixité renforcerait l'expression d'un soi dépendant de l'appartenance au groupe de sexe. Donc depuis maintenant une quinzaine d'années, sous l'impulsion de la sociologie de l'enfance et de la sociologie du genre, des politiques d'égalité à l'échelle nationale et internationale et des études se renouvellent et se développent pour saisir le fonctionnement de la socialisation sexuée. À travers les représentations sexuées, les pratiques de loisirs, les discours parentaux, l'expérience des corps, etc. Les résultats de ces recherches ont favorisé la mise en place d'actions d'éducation à l'égalité, certes nombreuses mais dispersées et rarement interrogées. Donc, l'éducation à l'égalité, ici entre filles et garçons à l'école primaire, est aussi un objet de débat et de controverse depuis quelques années. Et là, je fais référence à l'expérimentation du programme des ABCD de l'égalité. Donc ici, je vous présenterai le deuxième axe, réception des séances d'éducation à l'égalité des sexes auprès d'enfants de 7 à 11 ans. Pour ce faire, nous avons employé 2 grandes méthodes. D'une part, l'observation et d'autre part, l'entretien. Observation de 17 séances d'éducation à l'égalité entre les sexes, dont 8 étaient animées par l'enseignant, l'enseignante lui-même, elle-même, 5 animées par une éducatrice spécialisée dans un centre social et culturel et 4 animées par le CORIF. Et enfin, des entretiens avec ces professionnels de l'éducation mettant en place ce type de séance,
donc auprès de 9 professionnels, dont 8 enseignants, ou plutôt des enseignantes, 7 enseignantes et un enseignant, et une éducatrice spécialisée. Donc ici, on a un échantillon qui se caractérise par une diversité à la fois des profils des professionnels ayant animé ces séances, des modes d'animation et des milieux socioculturels. On était en zone urbaine, rurale, milieu favorisé, mixte, voire REP. Donc une fois ces observations et ces entretiens intégralement retranscrits et analysés, nous avons essayé de comprendre ce qu'il se passait au cœur de ces séances. Donc, quels étaient les outils et les modes d'animation proposés, les thèmes abordés, les réactions suscitées chez les enfants, ainsi que le ressenti des professionnels de l'éducation relatif à la mise en place de ces séances en termes d'éléments moteurs et ou d'obstacles. Donc, voici ce que nous avons observé durant ces séances. Donc, différents points. Première étape, description rapide de l'école, de la classe, répartition des élèves dans la classe, à savoir s'il y avait une mixité au niveau de la répartition, de l'occupation de l'espace physique, le thème abordé, type de séance, type d'outil, type d'animation, que je présenterai aujourd'hui, qui prend la parole en premier, les comportements verbaux, d'un point de vue quantitatif, mais également d'un point de vue qualitatif, ce qu'il se dit durant ces séances, recueil des productions écrites des élèves et remarques sur les outils utilisés et l'animation. Donc aujourd'hui, je vais appréhender les 3 points surlignés ici en vert. Alors, première remarque concernant les outils et les modes d'animation pour cette éducation et l'égalité, nous avons pu noter 2 façons principales d'aborder la thématique, soit au cours d'une séance dédiée entre guillemets à l'égalité filles-garçons, ou au cours d'une séquence liée à un apprentissage, par exemple l'enseignement de l'histoire. De plus, nous avons observé 3 types d'animation qui pouvaient se combiner à l'intérieur même d'une séance. Nous avions le débat, donc qui privilégie les échanges entre élèves. Donc les enfants sont souvent positionnés en cercle, ce qui permet d'entendre chacun et chacune, de confronter les points de vue et de se confronter à d'autres discours. Deuxième mode d'animation, ce qu'on a appelé la recherche entre guillemets, gros guillemets, recherche scientifique, c'est-à-dire les élèves sont invités à réaliser une recherche-enquête sur une thématique proposée par l'intervenant ou l'intervenante. En travaillant sur une question, ils font des constats, émettent des hypothèses et vont chercher des réponses à leurs interrogations, par exemple recherche dans le dictionnaire ou sur Internet. Cette démarche active leur permet de s'interroger sur les outils utilisés dans le cadre scolaire, dictionnaire par exemple. Et enfin, 3e type d'animation, ce qu'on appelle la transmission des savoirs. Donc là, on a surtout des échanges majoritairement unidirectionnels de l'enseignant, de l'enseignante vers les élèves. Enfin, nous avons pu noter 4 thèmes récurrents pour ces observations de séance. Donc, activité, jeu, jouet, corps et apparence, orientation et métier, place des femmes et des hommes dans l'histoire. Donc, je vais évoquer les 2 premiers et détailler les 2 suivants à l'aide d'exemples très concrets. Donc, jeu et jouet. Donc, les jeux et jouets illustrent bien les représentations sociales autour des différences entre filles et garçons, activités, couleurs, formes, rapport à l'espace, etc. Donc là, le but est de s'interroger sur les stéréotypes qui limitent les champs d'activité pour les filles comme pour les garçons, pour favoriser l'ouverture de nouvelles possibilités pour chacun et chacune et encourager une plus grande mixité. Corps et apparence, cette thématique est présente dans 1/4 de nos observations, surtout en CP-CE1. Et donc là, le but est de mettre des mots sur les différences filles-garçons. Donc les outils utilisés sont des silhouettes asexuées d'animaux ou de personnes humaines ou création de scénettes sur les comportements de filles, de garçons. Donc là, le but, c'est de mettre des mots sur les différences entre filles et garçons et finalement constater que ces différences sont avant tout sociales. Donc par exemple, les accessoires, les bijoux, les vêtements, etc. L'orientation et métiers. Donc l'orientation et la place des femmes dans les métiers. Donc ça, c'est pour 1/3 des séances observées, surtout en CM1, CM2. Donc je vais citer l'objectif et détailler ensuite ce type de séance. Donc l'objectif est de s'interroger sur les stéréotypes de sexe et la place des femmes et des hommes sur le marché du travail, comprendre comment se construisent leurs représentations des métiers et les inciter à élargir l'univers des possibilités et des choix. Donc les outils utilisés sont divers,
recueil des souhaits des élèves pour l'avenir, utilisation de livres pour enfants qui présentent des métiers, travail sur le masculin et le féminin en grammaire à partir des noms de métiers. Enfin, 4e thématique, place des femmes et des hommes dans l'histoire. 3 séances observées s'inscrivent dans cette thématique, essentiellement en CM1, CM2. L'objectif ici est d'amener les élèves à se questionner sur le passé et les raisons qui expliquent l'exclusion des femmes, des fonctions de pouvoir, pour mieux comprendre la société dans laquelle ils et elles vivent, les progrès de la situation des femmes, mais aussi la persistance de certaines inégalités. Donc, comme je l'évoquais, on est face à une diversité d'outils. Lecture d'un livre, analyse par groupe d'une collection de livres, jeux permettant l'expression d'opinion, activités de recherche d'informations, etc. Donc là, je vais détailler une séance portant sur la place des femmes et des hommes dans les métiers, une séance animée par le CORIF, donc une séance dédiée à l'égalité filles-garçons, en tout cas présentée comme telle devant les enfants, en CM1, CM2, avec un outil qui est un livre, C'est quoi ton métier?, qui présente donc les métiers par secteur d'activité. Donc, au cours de ces séances, on va placer les enfants en groupe de 3-4, enfin, ils se placent spontanément en groupe de 3-4 élèves, et ils repèrent où sont les femmes et les hommes et ce qu'ils font par secteur d'activité. Alors, je m'explique, je vous ai mis un exemple. Hop. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Ah, si. Alors, sur cette image, donc là, c'est un groupe ayant travaillé sur les métiers dans l'hôtel. Donc, les femmes sont femmes de chambre, réceptionnistes, serveuses, et les hommes sont directeurs, boulangers, bouchers, etc. Donc, il compte le nombre de femmes et d'hommes. Donc, c'est un livre très stéréotypé, finalement. Mais justement, le but, c'est d'analyser ce livre et qu'ils émettent un constat pour dépasser cette représentation ici très stéréotypée. Donc, combien de femmes y a-t-il? 3 femmes. Combien d'hommes? 16 hommes. Et là, c'est l'hôtel. Je ne vous parle pas du bâtiment. Donc, s'ensuit une mise en commun, puisque chaque groupe a travaillé sur un secteur d'activité en particulier. Discussion tirée des résultats de leur recherche, constat, stéréotypes et contre-stéréotypes. Et donc là, il va s'en suivre un débat, des échanges entre les élèves. Donc, des constats, les hommes travaillent plus, d'après les chiffres dans ce livre. À l'hôpital, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc là aussi, on va voir des secteurs dits féminins, secteurs dits masculins dans ce livre. Et ensuite, stéréotypes. Donc, je n'imagine pas un garçon sage-femme. Une femme ne peut pas être électricienne. Et contre-stéréotype qui vient vraiment des élèves eux-mêmes. Si un homme sage-femme, ça existe, j'ai déjà vu, etc. Donc là, dans la classe, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un nombre égal de garçons et de filles. Pourtant, les interventions des garçons sont beaucoup plus nombreuses que celles des filles. Dans cet extrait, 22 interventions de garçons qui se partagent entre constats stéréotypes et contre-stéréotypes et 4 interventions de filles. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais effectivement, on a noté des différences d'un point de vue quantitatif et qualitatif au niveau des interventions des filles et des garçons. Enfin, on a poursuivi cette séance avec leurs vœux, plus tard, moi je serai. Donc pour les garçons, quand je serai grand, je serai. Donc là, je vous laisse découvrir le top 3 des métiers. Sur 14 répondants, 10 émettent des métiers à forte dominance masculine, donc d'après les chiffres de l'INSEE, de métiers à dominance féminine masculine. 2 souhaitent des métiers qui ne sont pas à forte dominance masculine et 2 ne se prononcent pas. Donc on a des métiers émergents, youtubeurs par exemple. Donc pour les garçons, sans surprise, entre guillemets, la plupart émettent des vœux qui sont finalement congruents avec leur sexe. Donc il y a une sorte d'appariement entre le sexe de l'élève et le métier sexe-typé. C'est la même chose pour les filles, avec des métiers à dominance féminine. Je vous laisse découvrir les métiers derrière. Sur 10 répondantes, donc là on est dans un cours double, CM1, CM2, 7 émettent des métiers à dominance féminine, 2 ne se prononcent pas, et une seule élève émet des métiers à dominance masculine. Donc là, on a effectivement, sans surprise, puisque c'est un âge où ils ont intériorisé les stéréotypes, une forme de congruence entre le métier sexe-typé et le sexe de l'élève. Là où c'est intéressant, on a poussé un peu plus loin leur réflexion et on leur a demandé de se mettre dans la peau d'une personne du sexe opposé. Alors, évidemment, on exacerbe la dichotomie fille-garçon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir leur réaction, justement. Et là, on voit des stratégies assez différentes. Pour un garçon, si j'étais une fille, je serais...
Donc sur 12 élèves ayant formulé des vœux, 7 indiquent ne pas savoir ou inscrivent des propositions avec une valence négative. Chômeuse, morte, chiante ou rien du tout. Ou catcheuse. Un ne se prononce pas. Un indique des métiers à dominance féminine. Un indique des métiers à dominance masculine. Et 2 indiquent les mêmes métiers. Donc là, on peut se dire, bon, peut-être une provocation. On va voir du côté des filles quelles sont leurs réactions. Et ensuite, j'essaierai d'analyser ces réponses. Pour les filles, si j'étais un garçon, je serais. Et donc là, sur 8 répondantes, on a 4 élèves qui indiquent des métiers à dominance masculine. Donc si j'étais un garçon, je mettrais des métiers à dominance masculine. Donc là, ici, on a des différences entre filles et garçons qui montrent bien en fait cette hiérarchie finalement, puisque lorsque je suis un garçon, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont du mal à se projeter dans la peau d'une fille ou ils peuvent le faire, mais dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de métiers à ma disposition ou alors ils ne sont pas intéressants. Par contre, les filles, elles, émettent des vœux lorsqu'elles se positionnent dans la peau d'un garçon. Alors, je vais très rapidement pour la suite parce que je veux vraiment illustrer ce point. Une autre séance dédiée liée à un apprentissage, celui de l'histoire, une séance menée par une enseignante de CM2 de la métropole lilloise sur la place des femmes et des hommes dans l'histoire. On leur demande d'inscrire au tableau des noms de personnages célèbres de l'histoire de France vus au cours de l'année. 18 personnages cités par les élèves, dont une femme, sans surprise, Jeanne d'Arc. Suite à ça, les enfants sont amenés à faire des constats et vient la remarque, bah oui, il n'y a qu'une femme. Donc l'enseignante leur demande, à votre avis, pourquoi selon vous, y aurait-il plus d'hommes que de femmes célèbres dans l'histoire de France? Ils émettent une hypothèse, donc là c'est ce qu'on appelle la recherche scientifique, constat, hypothèse, recherche ensuite sur Internet. Donc, ils vont émettre des hypothèses que je me suis amusée à analyser par une analyse de contenu. D'une part, ce qui m'a marqué, c'est que la moitié des propositions est au passé. Les hommes étaient parce que les hommes étaient, les femmes étaient. Et l'autre moitié au présent. Donc, bonne question, est-ce que ce sont des stéréotypes qui sont toujours d'actualité? Question. Les propositions faisant référence aux hommes, parce que les hommes ceci, cela, renvoient essentiellement à une opposition entre les rôles et les actions menées par les hommes et les femmes. Donc d'un côté, on a guerrier, roi, aventurier, et de l'autre, les actions, ou plutôt l'absence d'action attribuée aux femmes, impossibilité d'être reine, impossibilité de guerroyer, et assignation aux tâches domestiques. Donc là, on voit bien l'opposition des rôles et des actions attribuées aux hommes et aux femmes. Et dans une moindre mesure, on a des qualités dites intrinsèques attribuées aux hommes. Donc, par exemple, ici, j'ai le courage, la franchise, le fait de se révolter, et celle attribuée aux femmes, la peur, l'obéissance. Et ici, Jeanne d'Arc apparaît clairement comme une exception, c'est-à-dire que c'est un contre-exemple utilisé pour confirmer l'opposition entre femmes et hommes. Donc là, ici, dans cette séance, il a été intéressant, d'amener les enfants à réfléchir sur ce que veut dire personnage célèbre de l'histoire de France. Il n'y a pas que des guerriers, il n'y a pas que des rois, il y a aussi des personnes ayant fait des avancées en sciences, etc., etc. Et donc, ils ont recherché en salle informatique ces femmes invisibles, finalement, de l'histoire pour mettre des noms derrière des personnages ici qui n'apparaissaient pas d'emblée. Donc, je tiens réellement à terminer là-dessus, car nous avons mené des entretiens auprès des professionnels de l'éducation pour comprendre, 2 minutes, quels étaient les éléments moteurs évoqués pour la mise en place de ces actions. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est pour ce petit échantillon, évidemment petit échantillon, 9 professionnels de l'éducation, ils mettent en avant une motivation dite intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils disent que voilà, c'est un intérêt personnel pour cette question de l'égalité filles-garçons. Une préoccupation personnelle, tiens. En seconde position, j'ai une prise de conscience liée à leurs pratiques différenciées selon le sexe de l'élève en classe. Et en troisième position, le rôle de l'école dans la formation des élèves à la citoyenneté. Un constat, et pas des moindres, une démarche récente, donc fragile, et des textes officiels peu ou non connus. Donc méconnaissance des textes officiels portant sur l'égalité filles-garçons à l'école. Et donc ça renvoie à cette motivation intrinsèque, puisque c'est vu comme une question pour laquelle il faut avoir un intérêt personnel. Donc j'ai un intérêt personnel pour la question, donc je mets en place ces séances. Donc on peut se poser la question de la généralisation de ces séances, si ça ne concerne qu'un petit nombre finalement. Et enfin, difficulté évoquée,
on a évoqué les outils. Donc là, nous, au début, on pensait à mettre en place une égalitech. Mais finalement, la question n'est pas vraiment là. Le nœud du problème se trouve surtout dans les craintes concernant l'animation des séances, c'est-à-dire les postures à adopter. Je n'ai pas le temps de citer des extraits d'entretien, mais effectivement, ils se questionnent, ils ont des craintes sur la posture adoptée. J'ai peur de ne pas être impartial dans l'analyse que je fais. Certains nous disent, voilà, j'ai des difficultés pour gérer les filles, je ne sais pas comment réagir. Ou face à des propos tels que tapettes, femmelettes, qui peuvent éventuellement revenir durant ces séances, comment réagir? Donc là, vraiment, une crainte concernant la posture adoptée durant ces séances qui peut vraiment être un frein à l'établissement de ces actions. Parfois aussi une difficulté à penser à la communication avec les parents. Et là, je renvoie aux représentations que peuvent avoir les parents sur ces séances. Et parfois un sentiment d'un manque de légitimité. Donc ça, c'est le cas pour une enseignante. Puisque c'est vu comme une démarche personnelle, elle est vraiment isolée dans l'établissement scolaire en question où elle est, puisqu'elle est vue comme quelqu'un mettant en place ces séances de manière très personnelle, et donc ce n'est pas vraiment légitime en quelque sorte. Pour résumer, si je peux résumer en 30 secondes, d'un point de vue très global, très général, on a une réception très positive de ces séances par les enfants, donc en les interrogeant à l'oral ou à l'écrit. Réception de ces séances par les parents qui est très positive globalement, ainsi que par les collègues, sauf pour l'exception citée précédemment. Une volonté de poursuivre ces actions, mais alors je terminerai là-dessus. Finalement, que signifie éduquer à l'égalité? Puisqu'en menant des entretiens avec ces professionnels, j'ai réalisé qu'on ne mettait pas tous et toutes la même chose derrière le mot égalité et qu'il y avait un amalgame avec complémentarité notamment ou différence. Donc, que signifie l'égalité? Puisque là, derrière, parfois, on n'a pas vraiment les mêmes représentations en fait, derrière ce mot-là. Et comment concrètement éduquer à l'égalité? Voilà, je terminerai sur ces questions. Merci.